de Galles à Newport se tient le sommet de l'OTAN qui s'est ouvert ce matin. Au centre des débats, les tensions entre la Russie et l'Ukraine et d'autres nombreuses tensions qui secouent le monde entier. Un pack de 3 nouveaux produits mis sur le marché par Samsung. Il s'agit de la Note 4, de la Gear S et de la VR que nous allons découvrir dans cette édition. La une des journaux africains, les dernières actualités en Afrique, c'est à travers la revue de presse à nous proposée par la rédaction de Sika. Ravi de vous retrouver sur Sika. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition. Le livre de Valérie Trierweiler, Merci pour ce moment, est sorti aujourd'hui en librairie. L'ancienne compagne raconte sa vie avec François Hollande, ses années enchantées, puis la manière dont elle a vécu à l'Élysée. Notons que le gouvernement français, secoué par la sortie de ce livre vengeur sur François Hollande de l'ex-compagne Valérie Trierweiler, appelle à la dignité. Les images du livre dans cet élément. L'ex-première dame Valérie Trierweiler publiera aujourd'hui un livre rédigé dans le plus grand secret, intitulé « Merci pour ce moment » et relatant ses années enchantées, puis la manière dont elle a vécu à terre la fin de sa relation avec François Hollande, un livre dont Paris Match a révélé quelques extraits hier. Tout ce que j'écris est vrai. À l'Élysée, je me sentais parfois comme en reportage et j'ai trop souffert du mensonge pour en commettre à mon tour. Annonce d'emblée Valérie Trierweiler sur la couverture de l'ouvrage reproduite dans Paris Match, dont elle est une collaboratrice. Rédigé dans le plus grand secret, ce livre de 320 pages est à la fois un cri d'amour et une lente descente aux enfers, une plongée dans l'intimité d'un couple. 2 personnages et rien d'autre, Valérie et François, écrit l'hebdomadaire. Valérie Trierweiler y donne, selon le magazine, sa version de l'histoire, depuis l'éblouissement jusqu'à la cruauté de la rupture. Elle appelle un chat un chat. C'est la première fois qu'une première dame raconte vraiment 9 ans d'une relation minée par la jalousie et le pouvoir, une histoire d'amour et de désespoir, ajoute le journal où l'ex-première dame se révèle une amoureuse passionnée, possessive, folle de cet homme qu'elle admire, qui la fait rire et la déstabilise délicieusement. Dès la fin du mois de janvier, après les révélations de Closer sur la liaison du chef de l'État avec l'actrice Julie Gaillet, Valérie Trierweiler avait elle-même indiqué au Parisien Magazine lors d'un voyage en Inde être plus dans la déception que dans la colère et ajoutant « mais je n'exclus pas d'écrire un livre ». 3 autres courts extraits sont publiés par l'hebdomadaire, par ailleurs employeur de la journaliste. Un relatant les premières réactions de François Hollande lorsque le futur chef de l'État a appris en 2011 l'arrestation à New York de son rival socialiste Dominique Strauss-Kahn. Un autre sur la jalousie de Michelle Obama et elle dit « Je me réjouis de ne pas être la seule jalouse », écrit Madame Trierweiler, alors que le président américain se photographie avec la première ministre danoise lors des obsèques de Nelson Mandela et un dernier relatant une irruption de Ségolène Royal lors d'un tête-à-tête au restaurant. Oui, ça, quel propos, Jospin ? Valérie Trierweiler n'est pas la ex-première dame à écrire sur sa vie à l'Élysée. En 2013, le livre de l'ex-épouse de Nicolas Sarkozy, Cécilia Attias, Une envie de vérité, s'était vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Rappelons que pour les questions d'État, François Hollande peut dormir sur ses 2 oreilles. Valérie parle plutôt d'amour, de déchirure et de passion. Dans Merci pour ce moment, qui est déjà en vente sur les sites internet. Le sommet de l'OTAN s'est ouvert ce matin à Newport, au Pays de Galles. La soixantaine de chefs d'État et le gouvernement, membres ou partenaires de l'organisation, se sont penchés sur les nombreuses crises qui secouent la planète, mais au prime abord sur les tensions entre la Russie et l'Ukraine. Des détails dans cet élément. Dédié initialement au retrait de l'OTAN d'Afghanistan et au passage de relais entre le Danois Anders Rasmussen et le Suédois Jens Stoltenberg,
le sommet de Newport sera marqué par les foyers de tensions vives de part et d'autre sur la planète. Ukraine, Irak, Syrie, Libye. Le chaos à l'est de l'Ukraine va singulièrement focaliser l'attention. L'Alliance Atlantique, c'est un équilibre permanent entre les investissements nationaux et quelques capacités collectives de l'Alliance. À mon sens, on parle de quelques centaines de millions d'euros, peut-être un peu plus, un peu moins, tout dépend de la manière dont on souhaite équiper ses forces, jusqu'où on va aller, qu'est-ce qu'on inclut dedans aussi. Le monde va très vite. On l'a vu dans la crise ukrainienne, on le voit dans le sud et en particulier en Irak aujourd'hui. En fait, toutes ces crises germent et éclatent à un moment qu'il est très difficile de prévoir. C'est pour cela qu'il nous faut mettre en place un plan pour la réaction, pour la réactivité des forces de l'OTAN. Un plan pour la réactivité des forces de l'OTAN. La Russie n'a pas attendu que l'épée de Damoclès qui plane sur sa tête l'atteigne avant de montrer sa bonne foi à coopérer pour un dégel de la situation. Quelques heures avant l'ouverture des assises de Newport, le président russe Vladimir Poutine a présenté un plan en 7 points de règlement de la crise en Ukraine, disant espérer au plus tard vendredi un accord final entre Kiev et les rebelles pro-russes. Les assises de l'Alliance Atlantique sont prévues pour durer 2 jours. Thank you very much. Thank you. Une autre destination à présent, bientôt une nouvelle branche du mouvement Al-Qaïda sur le sous-continent indien. L'annonce a été faite par le nouveau chef du réseau Al-Qaïda. C'était à travers d'une vidéo diffusée mercredi. Vidéo dans laquelle le successeur de Ben Laden affirme que la nouvelle branche entend anéantir les frontières artificielles qui divisent les musulmans dans cette région. Cette entité islamiste entend lever le drapeau sur la guerre sainte, rétablir la loi islamique et instaurer la charia à travers le sous-continent indien. Suivons ici un extrait de sa déclaration. J'annonce la bonne nouvelle aux musulmans du monde entier et du sous-continent indien en particulier, que par la grâce de Dieu, gloire à Dieu, une nouvelle branche d'Al-Qaïda a été créée. Il s'agit de Qaïd al-Jihad sous le sous-continent indien. Elle cherche à lever le drapeau du djihad, le retour du pouvoir islamique et l'imposition de sa charia dans l'ensemble du sous-continent indien qui fit un jour partie du pays des musulmans, mais que l'ennemi infidèle a occupé, fragmenté et divisé. C'est une entité qui a été formée pour diffuser l'appel renouvelé de l'imam tchèque Oussama bin Laden, que Dieu lui accorde la miséricorde, un appel à l'Oumma à s'unir autour du mot de Tawhid, de mener le djihad contre ses ennemis, de libérer sa terre, de restaurer sa souveraineté et de faire vivre son califat. Il faut dire que l'Inde a placé en état d'alerte jeudi plusieurs de ses États après qu'Al-Qaïda a annoncé la création d'une nouvelle branche du mouvement islamiste radical sur le sous-continent indien afin de regagner de l'influence. Une autre destination à présent, la réunion de réflexion sur Ebola. Genève accueille 200 experts du domaine sur convocation de l'Organisation mondiale de la santé. Les échanges portent essentiellement sur les possibilités de fabrication des traitements contre le virus. C'est jeudi et vendredi à Genève se réunissent quelques 200 experts pour faire le point sur les traitements expérimentaux existants contre le virus Ebola. Les experts réunis à huis clos sur convocation de l'OMS doivent analyser les possibilités de production et d'utilisation de ces traitements expérimentaux. La réunion vise notamment à informer les autorités réglementaires nationales sur la situation des produits susceptibles d'être utilisés et favoriser les contacts entre les pays touchés et les fabricants. Quel est notre plan? Que pouvons-nous faire pour avoir ces traitements qui n'ont pas encore fait leur preuve? Et je veux appuyer ceci. Ces traitements n'ont pas fait leur preuve pour le moment. Voilà ce que l'on espère avoir. Comment pouvons-nous utiliser les aspects les plus prometteurs de ces traitements qui n'ont pas encore fait leur preuve et les développer le plus vite possible? Tellement développés qu'ils puissent être enregistrés et utilisés dans des centres de traitement autant que possible pour que cela fasse une différence dans la vie de tous. Ensuite, nous aurons un plan. Et à partir de ce plan, nous aurons besoin du soutien de tous, des gouvernements aux agences d'aide au financement. Nous devrons établir comment faire avancer ce plan sur le terrain pour avoir un impact potentiellement sur l'épidémie, mais aussi sur les vies des personnes qui doivent se battre contre l'épidémie. To make an impact, possibly on the epidemic, but possibly and certainly also on the life of the people who have to fight the epidemic.
Une conférence de presse sur les résultats de cette réunion est prévue au thème des travaux vendredi, en fin d'après-midi. En prochain, la Tunisie accueillera une conférence internationale intitulée « Investir en Tunisie, Start-up Democracy ». Cette rencontre vise à restaurer la confiance des investisseurs afin de relancer l'économie du pays. Le Premier ministre tunisien nous précise ici les attentes de son pays. Ce que nous attendons, c'est réellement cette confiance renouvelée, retrouvée, et puis nous attendons aussi de nos partenaires à réellement passer à l'acte et à investir dans les projets. Et le projet que nous allons présenter, et je pense que ça sera aussi un signal très fort de la nouvelle ère dans laquelle la Tunisie est en train de rentrer. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans une équation beaucoup plus naturelle pour l'investissement. Il ne s'agit pas d'avancer des chiffres, mais de montrer l'intérêt, de susciter l'intérêt, et c'est ça le but de cet exercice-là. Je pense réellement qu'il y a un fort potentiel dans ce pays. Il y a quelques années de sacrifices. Nous devons sortir, et nous avons travaillé sur la stabilisation, que ce soit macroéconomique. Nous avons travaillé aussi sur la réduction de déficit de budget de l'État. Mais vous savez, l'économie, c'est des cycles lents. On prend les décisions aujourd'hui, on en tire les bénéfices dans 2-3 ans. C'est comme ça. Nous sortons d'un État planificateur, d'un État aussi sur le plan politique oppresseur, vers un État qui sera plutôt régulateur et garant aussi d'une paix sociale, parce que l'État aussi, la Tunisie ne peut marcher qu'avec la libre entreprise. Nous allons donner de l'espace au privé, mais l'État restera présent aussi pour garantir la stabilité sociale, ça c'est très important, et aussi la stabilité régionale. Le Dalai Lama pourrait bien ne pas pouvoir prendre part au sommet des prix Nobel de la paix prévu pour se tenir au Cap. L'Afrique du Sud ne serait pas prête à lui accorder le visa. Actuellement, l'affaire fait grand bruit. Joël Yetonji pour le récit. L'histoire serait-elle tristement en train de se répéter au pays de Nelson Mandela pour le chef spirituel tibétain? Tout porte à le croire. Au dire d'une des porte-paroles du Dalai Lama, le chef spirituel tibétain ne serait pas éligible cette année pour l'obtention de visa en Afrique du Sud. Les autorités s'y seraient opposées. La nouvelle à peine rendue publique, la réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Par voie de presse et sur réseaux sociaux, un démenti formel a été apporté. Au nom du gouvernement, le porte-parole du ministère sud-africain des Affaires étrangères a nié qu'un refus ait été opposé. L'ambassade en Inde, a-t-il mentionné, a reçu une demande de visa du Dalai Lama et la demande est déjà traitée selon la procédure. Il n'y a donc pas de refus. En 2011, une vive polémique avait déjà éclaté lorsque Pretoria avait refusé au Dalai Lama un visa pour participer aux fêtes du 80e anniversaire de Desmond Tutu. Le visa présentement en cause devait permettre au Dalai Lama de participer en octobre au Cap à un sommet mondial des prix Nobel de la paix. Le leader spirituel tibétain, lui-même un prix Nobel de la paix, est considéré par Pékin comme un dangereux séparatiste. Faisant partie avec la Chine du groupe des BRICS, l'Afrique du Sud tient à ses bonnes relations avec Pékin, d'où ses incessants remous. La une des journaux africains, les dernières actualités du continent africain, c'est à travers la revue africaine à nous proposer par la rédaction de Sika. Démarrons cette revue de presse par l'actualité qui a fait le chou gras au Mali, l'an 1 du président Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir. Se penchant sur le sujet, le quotidien malien Le Prétoire reconnaît que Ibeka aura accompli des avancées remarquables. Le Canard cite en exemple la chute de la tyrannie du camp de Kati, le retour du Mali sur la scène politique et l'engagement décisif dans le dialogue intermalien. C'est ce qui amène le journal L'Indicateur du Renouveau à qualifier cette première année de pouvoir de début laborieux. Toujours dans le même registre, la périodique Info 7 de sa position examine l'an 1 d'Ibrahim Boubacar Keïta avec circonspection. Selon le confrère, le président malien a raté son départ en manquant de se concentrer sur les vraies priorités du pays. D'autres tabloïds du continent se sont intéressés aujourd'hui aux difficultés qu'éprouve le Nigeria et certains de ses voisins à lutter contre le groupe islamiste armé Boko Haram.
Jeune Afrique écrit que lors d'une réunion internationale organisée mercredi à Abuja, le Nigeria et 4 de ses voisins ont appelé la communauté internationale à l'aider afin de tarir l'approvisionnement en armes et en argent de Boko Haram qui menace de s'emparer du nord-est du pays. L'information est également relayée par Le Monde qui titre sur la toile que face à l'offensive généralisée de Boko Haram, le Nigeria appelle à l'aide. Au Bénin, c'est une affaire de construction de bretelles dans la commune de Bopa qui déchaîne les passions à la suite de la déclaration du président de l'Assemblée nationale à Bopa le week-end dernier. Le député Nikes Fayon, ancien ministre des Transports, a fait des clarifications sur l'affaire désormais dénommée bretelles de Bopa. À en croire le quotidien béninois Nouvelle Expression, le député de la mouvance présidentielle, dans une déclaration faite hier, a apporté sa part de vérité qui crédite les propos du chef du Parlement, le professeur Mathurin Kofi Nago. Selon les propos du député Nikes Fayon, rapportés par le quotidien béninois La Nouvelle Tribune, on ne doit pas nier aujourd'hui qu'il y a eu décaissement d'un appui budgétaire d'environ 10 millions de dollars de la Banque africaine de développement qui devrait être utilisé en priorité pour ce projet. Toujours dans cette affaire, le matinal informe dans ses colonnes du jour que la Banque africaine de développement a fait diffuser un communiqué au sujet du dossier de construction de la bretelle de Bopa. Selon le quotidien, la BAD a tenté de démontrer qu'aucun financement n'a été envoyé au gouvernement béninois pour la réalisation de ce chantier, ce qui amène le journal à titrer à sa une « Affaire de la bretelle de Bopa, la BAD s'invite dans un débat politique au Bénin ». Fin de la revue du jour. Merci pour votre attention. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retenez que l'information est en continu sur CICA.